La RTI et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro de Lundi Sport. Avant toute chose, Sébastien Wogna se propose de vous décliner les grandes articulations de ce magazine. Vendredi 9 octobre 2015 à Agadir, le Maroc reçoit la Côte d'Ivoire en amical. Après une première sortie mitigée face à la Sierra Leone, Michel Dissué entend hausser le niveau de jeu de son groupe. L'accent sera mis sur la détermination et l'agressivité des joueurs. Maroc-Côte d'Ivoire, c'est à 19h GMT à Agadir. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est arrivé ce soir à Abidjan. Le tour cycliste de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, s'est achevé le vendredi 2 octobre avec la victoire du Marocain Mouchine. 8 pays ont participé à cette compétition. Cissé Isiaka a été le meilleur coureur ivoirien. Lundi Sport, c'est avec Anne-Marie Nguessan Koulibaly. En plus de tout cela, nous aurons bien sûr un invité surprise que vous allez voir. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Brice Kwasi et Koulibaly Seydou répondent toujours présents. Bonsoir Brice. Bonsoir Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Brice. Deux invités avec nous. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, M. Alakwame. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Et Rach Nguessan Kwasi, bien sûr, qui n'est plus à présenter. Bonsoir Rach. Bonsoir Anne-Marie. Vous êtes là pour nous parler du partenariat Radio Côte d'Ivoire, Fédération ivoirienne de cyclisme. Bien. Ok. Le Tour de Côte d'Ivoire autour de la réconciliation s'est couru du 27 septembre au 2 octobre et a été remporté par le Marocain Lachaïni Moussine. La Fédération ivoirienne de cyclisme, en guise de remerciement à ses partenaires, a organisé hier dimanche dans la commune de Treichville un tour cycliste dénommé Grand Prix d'Abidjan. Le point avec notre envoyé spécial Salif Ouattara. Pour sa deuxième édition, le Grand Prix d'Abidjan a connu un franc succès ce dimanche 4 octobre dans la commune de Treichville. Sortis massivement, les populations de Treichville ont apprécié le spectacle procuré par les 20 tours du circuit fermé, soit 84 km. 5 pays ont pris part à cette compétition prestigieuse. La Côte d'Ivoire avec 2 équipes, le Burkina Faso, l'Algérie, le Maroc et la France, soit un peloton de 45 coureurs au départ. Déjà vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation 2015, le Maroc lance à nouveau son pivot, Lachaïni Moussine, à l'assaut d'un autre trophée. Mais une blessure disqualifie au 15e tour le coureur marocain. L'entraîneur Bilal Mohamed lance son dossard numéro 12, R. Rafaï Mohamed. L'Ivoirien Cissé Isiaka s'y oppose. Au coude à coude, le Marocain R. Rafaï franchit la ligne d'arrivée sur un chrono de 2 heures 2 minutes 56 secondes. Cissé Isiaka arrive 4 secondes après le Marocain. Voilà, Brice, le Tour de Côte d'Ivoire a été organisé, mais là, on n'a pas trop entendu les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est clair. On le savait la semaine dernière, on parlait de cette équipe de Côte d'Ivoire, ces 2 équipes de Côte d'Ivoire qui malheureusement n'ont pas convaincu tout au long de ce tour. C'est vrai qu'on reviendra largement avec le président Rach Nguessan, mais il faut le dire, c'est peut-être la grosse déception. Sinon, c'est vrai, en termes d'organisation, jusque-là, tout est parfait, mais la grosse déception, c'est la participation de nos cyclistes et la confirmation également au niveau des Marocains qui ont dominé littéralement ce tour, avec également le Rwanda. Mais il faut le dire, pour les cyclistes ivoiriens, c'était vraiment une grosse désillusion. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Ivoiriens ne soient pas sur le podium de ce Tour de Côte d'Ivoire? Oui, bon, on parle de désillusion, on parle de déception. En réalité, les Ivoiriens ont couru leur valeur. Et leur valeur actuelle, c'est celle que nous avons pu observer. Je vous ai toujours dit sur vos plateaux ici ou à la radio que notre instrument de mesure ne doit pas être le Burkina Faso. C'est d'autres nations que nous devons viser. Effectivement, nous étions avant le Burkina Faso, mais on a vu qu'être avant le Burkina Faso ne suffit pas, qu'il y a d'autres nations de cyclisme qui sont là. Il y a le Rwanda,
il y a l'Algérie, il y a le Cameroun, et donc ce sont ces nations-là qu'il faut suivre. Ça n'a pas été, parce que, bon, d'après ce que j'ai appris à gauche et à droite, la formation, ou plutôt les stages n'ont pas pu se faire. Ça aussi, c'est la vérité. On a parlé de matériel qui n'était pas de bonne qualité. Ça, je ne suis pas trop d'accord. Mais enfin, c'est un peu tout ça qui a fait notre défaite. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord en ce qui concerne le matériel, puisque je prends à témoin mon confrère Koulibaly Seydou qui nous a parlé ici du matériel, effectivement, qui faisait vraiment défaut à ces athlètes ivoiriens. Oui, en fait, il faut préciser les choses. Il y a eu effectivement une course contre la montre individuelle, course au cours de laquelle nos cyclistes n'avaient peut-être pas le matériel qu'il faut pour les courses contre la montre. Ça, c'est exact. Mais la course contre la montre individuelle a été une seule étape. Il y a eu plusieurs autres étapes que nos cyclistes auraient pu remporter s'ils avaient le niveau qu'il faut. Or, ils n'ont pas ce niveau-là actuellement. C'est ça que nous devons reconnaître et voir comment faire pour accéder à ce niveau africain. Vous soutenez le fait que ce soit le manque, le nivellement qui a posé problème à nos athlètes? Je pense que d'abord, il y a peut-être le fait que le matériel n'est pas forcément adéquat, comme il a souligné le président, parce que là, il a parlé de la course contre la montre. Effectivement, ils n'ont pas le matériel pour faire ce genre de compétition. Ça, c'est un, mais il y a l'entraînement aussi. Parce qu'il faut dire que nos cyclistes, bien avant les Jeux africains, n'avaient pas bénéficié effectivement des stages. Et à ce niveau-là, je pense qu'ils ont payé cash un peu ces manques d'entraînement. Ça, c'est un. Maintenant, quel enseignement est-ce que le président tire de ces tours avec le classement, je crois, la 7e place ivoirienne? Et puis, qu'est-ce qui doit être revu pour que le Tour de Côte d'Ivoire revienne vraiment au niveau où il était dans les années 70? Alors, il faut qu'on fasse le point, je crois, à deux niveaux. D'abord, sur le plan organisationnel, ce qui a à faire pour que le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation, soit un tour qu'on peut comparer au Tour Amissa Bongo. Parce que pour moi, la référence ici en Afrique, c'est le Tour Amissa Bongo qui est un tour 2.1. Parce que le tour de Côte d'Ivoire que nous avons organisé 2.2 a la même valeur que le Tour du Burkina Faso ou le Tour Chantal Biya, ou le Tour du Rwanda. Ce qui a manqué le plus pour ce tour, ce sont les moyens. Mais on ne s'est pas arrêté là à dire on n'a pas de moyens, on ne fait rien. Non, nous avons fait une course en fonction des moyens que nous avons. Mais c'est certainement que si nous avons eu plus de moyens, les résultats auraient été différents. Alors, maintenant au niveau de la formation ou des stages qui n'ont pas pu se faire, là aussi il y a eu un problème de moyens. Vous savez que le Tour de Côte d'Ivoire est venu juste après les Jeux africains. Même pour préparer les Jeux africains, nous avons sollicité des moyens qui ne sont jamais venus. Vous êtes témoin de cela. Et donc, c'est un peu tout ça qui a fait cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, avec notre envoyé spécial Salif Ouattara, nous allons revenir en images sur les 3e et 4e étapes dans la région du Gbeke, Bouaké Daoukro et Mbayakro Bouaké. Longue de 160 km, la 3e étape du Tour de Côte d'Ivoire, Bouaké Daoukro, a consacré ce mardi 29 septembre la splendeur de la route de la Petite Reine. De Brobo, en passant par Mbayakro jusqu'à Lokokro, les populations sont sorties pour admirer le spectacle tout le long du circuit en ligne. Chose qui revigore les cyclistes confrontés à un temps ensoleillé avec des averses par moment. Confiant pour son équipe, dont le pivot Lassaini Moussine est détenteur du maillot leader depuis la 2e journée, l'entraîneur marocain donne des consignes depuis le véhicule. Message qui fouette l'orgueil d'autres athlètes. Il y aura successivement 4 échappées individuelles. D'abord celle de l'Algérien Belmokhtar Abdelkader à 113 km de Daoukro. Ensuite, le Rwandais Kamera Kouzimana est aux commandes à 82 km de Daoukro. L'Algérie orchestre une 3e échappée à 52 km avec son dossard numéro 51, Laga Bazedine. Et enfin, le Français Kevran Kevin qui lorgne le podium de Daoukro à 24 km sans parvenir à maintenir son rythme, rattrapé par l'ensemble du peloton. Les 3 tours à l'intérieur de Daoukro, exécutés sous une pluie battante, donneront raison aux Belges Domien Keun, sur un chrono de 3h57 minutes 42 secondes. C'était très dur et le pleu au final, c'était un petit peu dangereux, mais c'est bon pour les Belges, c'est pas trop chaud. Mais le Belge ne parvient pas à arracher le maillot Kasselbier, toujours détenu par le Marocain Lassaini Moussine, avec un écart de 15 secondes. Mbayakro, capitale du fleuve Nzi, et son pont historique, long de quelques 100 mètres, a réservé le mercredi 30 septembre un accueil chaleureux à la caravane de la 22e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Au niveau des staffs techniques,
Des pays engagés dans la compétition, l'assurance est grande. Rien n'est encore joué. L'encadrement technique ivoirien est serein. Pour cette 4e étape, les 56 partants doivent parcourir la distance Mbayakoro-Bouaké avec un critérium de 5 tours à l'intérieur de Bouaké pour une distance totale de 131 km. Le temps est plutôt clément, une fraîcheur qui donne des ailes au dossard numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Cissé Isiaka prend les devants du peloton à partir du village de Kekré-Kouakoukro, à 66 km de l'arrivée, en compagnie des Marocains Sadoun Abdelhati et Abelouache et Saïd. Une domination ivoirienne qui continuera jusqu'au 3e tour du circuit fermé de Bouaké, où les 3 garçons sont rattrapés par le peloton. Cissé Isiaka ralentit et permet au Belge Domiu Keun, déjà vainqueur de la 3e étape, Bouaké Daokro, d'arracher sa 2e victoire sur cette 4e étape, sur un temps de 3h08 secondes. Grande joie chez les Belges et grosse tourmente chez les Ivoiriens. Malgré ces 2 victoires, Domiu Keun ne parvient pas à arracher le maillot leader au Marocain Lassaini Moussine. Rach Nguessan, vous y étiez? Vous avez vécu ce tour en direct. Et là, vous êtes là pour nous parler du partenariat Radio Côte d'Ivoire, Fédération ivoirienne de cyclisme. Il s'agit de quoi, essentiellement? Oui, d'abord, c'est un partenariat Fédération ivoirienne de cyclisme, la RTI. Le produit du partenariat, c'est Radio Côte d'Ivoire. On a essayé pour la première fois d'accompagner le tour. J'avoue que c'était doublement une mission, parce qu'on était là pour le reportage, on était là aussi pour le partenariat. Et j'avoue que ça a été très enrichissant. Nous pensons avoir tiré notre épingle du jeu. Pour nous, Radio Côte d'Ivoire et l'ensemble de la RTI, nous avons gagné notre étape. Et n'en déplaise aux cyclistes ivoiriens qui n'ont rien pu faire parce que tout simplement, je voulais rebondir dessus pour dire que à notre émission de ce soir, Vérité des Sports, Kanté Bachirou a avoué qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ceux qui sont venus. Ils sont venus par rapport à l'UCI et le rendez-vous d'Abidjan était des points précieux à prendre. Donc les Marocains et autres Français et Algériens qui étaient en jambes ont sûrement gagné. Quand Cissé Dianga gagne sur la grande île à Madagascar, ce n'était pas à moto. C'est ce même vélo qui a permis à Cissé Dianga de gagner. Nos garçons n'étaient pas préparés. On ne gagne pas un tour de Côte d'Ivoire sous l'égide de l'UCI en se préparant au vélodrome de Treichville. Je pense que c'est ça qui a manqué. Notre partenariat consiste à donner un peu plus de coffre à la Fédération ivoirienne de cyclisme. On a essayé quelque chose, mais l'année prochaine, on le fera de manière plus pompeuse, à savoir quoi? Le critérium dont parlait Salif Ouattara tout à l'heure à Bouaké ou à Boisflé seront des circuits retransmis en direct très prochainement. Ça a été tellement tentant que les techniciens s'y mettent déjà pour créer des voitures émettrices, pour accompagner le tour et faire du direct lorsqu'on sera en circuit fermé. On a essayé avec ce partenariat de créer des podiums mobiles, mais c'était difficile. 2 fois, la technique nous a lâché. Mais c'était une étape expérimentale. Et je pense que Radio Côte d'Ivoire, qui a pris goût à ce tour, viendra désormais pour gagner toutes les étapes. Merci Racha. Après la région du Béké, cap a été mis sur la région du Bélier pour les 5e et 6e étapes. L'axe Yamoussoukro-Boisflé et le circuit fermé d'apothéose de Yamoussoukro. Le compte rendu de Salif Ouattara. Sous le regard protecteur et bienveillant de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, les cyclistes ont donné le top départ de la 5e étape de la 22e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Ce jeudi 1er octobre, l'axe est moins long, quelques 53 km. Yamoussoukro-Boisflé avec un circuit fermé de 8 tours à l'intérieur de la commune, soit une distance totale de 91,3 km à parcourir. Déterminé à conserver le maillot leader, le Maroc lance son dossard numéro 14, Adel Reda, à 20 km de Boisflé. Le pays leader est imité par le Cameroun avec son pivot, Jérémy Nzeke, et l'Algérie avec son dossard numéro 52, Bel Mokhtar Abdelkader. Une échappée bien entretenue qui se confirme finalement. Les 3 garçons maintiennent la même cadence jusqu'à Boisflé. Le circuit fermé de Boisflé permet au peloton de rejoindre l'échappée au 5e tour. Les roues vont plus vite, il ne reste plus que 3 tours. Vaillamment exécuté par le Français Orso Clément, qui arrive en tête du classement sur un temps mis de 2h08 minutes 32 secondes. Le Français devance ainsi l'Algérien Lagab Azedine, 2e, et l'Ivoirien Kanté Bassirou, 3e. Depuis le début, c'est le collectif qui marche vraiment. On est vraiment soudés, on s'amuse beaucoup ensemble, on rigole beaucoup et on est vraiment solidaires, on s'aide un peu de partout. Aujourd'hui, j'avais question d'attendre le sprint. Donc voilà, les gars ont vraiment tout donné pour moi sur la fin. Donc c'est le top.
Le Marocain Alassane Moussine demeure leader. La 6e et dernière étape du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation 2015, s'est couru ce vendredi 2 octobre. Pour une apothéose, les 77,4 km du circuit fermé de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, se sont courus au rythme d'une vitesse moyenne de 37,51 km/h. Les 53 partants de la matinée du vendredi 2 octobre sont confrontés à un temps ensoleillé. Les cyclistes du peloton doivent exécuter 6 tours allant du carrefour principal de la ville à la basilique Notre-Dame de la Paix, le tout couronné par l'axe menant jusqu'à la résidence du président Félix Houphouët-Boigny. Du premier jusqu'au 6e tour, le Français Orso Clément, déjà vainqueur de la 5e étape, Yamoussoukro-Boisflé, a cru en ses pédales. Le dossard numéro 45 de la France finit premier de la course sur un temps de 2 h 3 minutes 48 secondes. Une satisfaction pour l'équipe française. Le grand vainqueur de ce Tour de la Réconciliation, c'est le Maroc et son pivot, Alassane Moussine, qui a su garder jalousement le maillot leader Castelbieu. Grand vainqueur de ce Tour de Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le Maroc qui s'adjuge le maillot jaune grâce à son pivot, comme Salif Ouattara l'a dit tout à l'heure, Alassane Moussine. Le récit de cette victoire marocaine avec Salif Ouattara. Je travaillais le maximum pour garder le maillot à la fin du tour, Inch'Allah. Lorsqu'il croyait déjà au soir de la 2e étape, Bouaké Sakassou en sa victoire, ses potentiels adversaires fulminaient, jugeant le cas de 15 secondes qu'il avait creusé, pas trop grand. Natif de la province de Kouriga, situé à 120 km au sud-est de Casablanca, Alassane Moussine, 31 ans cette saison, a surclassé la course. Du haut de son 1,84 m, le Marocain a su conserver, avec l'ensemble de ses coéquipiers, le maillot jaune. Pourtant, lors de la première course, Alassane Moussine avait voilé ses intentions en arrivant 31e sur l'axe d'Abakala-Katiola. Il a fallu la 2e étape, course contre la montre individuelle sur l'axe Bouaké Sakassou, pour qu'il creuse l'écart avec 15 secondes d'avance. Sur l'axe Bouaké Daokro, il conserve ses 15 secondes d'écart avant de passer à 20 secondes d'avance au chrono sur l'axe Mbayakoro-Bouaké. Un écart qu'il conservera jusqu'à la dernière étape, le circuit fermé. Yamoussoukro, synonyme pour lui d'un maillot jaune assuré. Les coureurs ont fait le tout pour remporter cette 22e édition. La différence a été faite lors de la 2e étape où il y avait contre la montre individuelle. Alassane Moussine s'était imposé. Je suis content, bien. Je suis très heureux avec les organisateurs. Le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour de Côte d'Ivoire, il est très très bien. Le Maroc a très bien préparé ce grand tour de la réconciliation. Qui est un grand tour international inscrit à l'Union internationale du cyclisme, et tous les pays africains s'arrachent le droit de venir courir en Côte d'Ivoire, la terre de la paix, de la réconciliation et de la tolérance. Déjà vainqueur de la course en ligne des Jeux panarabes en 2007 et plusieurs fois classé meilleur cycliste marocain, Alassane Moussine inscrit dans son palmarès le maillot jaune de la 22e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation 2015. Brice, mention bien pour le Maroc à l'issue de ce tour. On dira mention très bien, mais vous l'entendez, ils ont sérieusement préparé cette compétition. Et selon certains confrères qui étaient présents derrière ce tour, le Maroc a bénéficié d'une préparation assez sérieuse en Europe. Pratiquement 50 millions de francs CFA débloqués par l'État marocain pour la préparation de ces cyclistes. C'est bien sûr les 50 millions que l'État a attribué à la Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette compétition. C'est dit combien de fois ils avaient donné vraiment les moyens aux cyclistes, notamment à cette équipe du Maroc, venir ici gagner ce Tour de Côte d'Ivoire qui compte énormément au niveau des points. Donc c'est très intéressant lorsque une équipe est sérieusement préparée. On parlait tout à l'heure de la préparation de la Côte d'Ivoire qui n'a pas été peut-être assez sérieuse avec les stages qui n'ont pas été effectués. Non. Mais je le dis, le Maroc voulait gagner ce tour. Ils ont donné les moyens, ils sont mis dans les conditions. Eh bien, ils ont remporté leur tour. Je voulais, le côté professionnel du Maroc a payé. Lorsqu'on faisait la contre-la-montre Bouaké Sakassou, à 6h30 déjà, ces coureurs-là ont fait la reconnaissance Bouaké Sakassou. Pendant que nos athlètes, eux, dormaient. Donc, voici des étrangers qui connaissaient le tronçon mieux que les Ivoiriens. Et on a vu le résultat. À l'arrivée de Katiola, ils étaient 41 coureurs qui avaient le même chrono. C'était une arrivée groupée. Donc ça s'est joué sur la contre-la-montre Bouaké Sakassou. Et lorsqu'il a creusé ce cas à 15 secondes, il a géré.
Et c'est le collectif qui a géré et Moussine a gardé ce maillot jaune jusqu'à la fin. Président, on n'avait pas le niveau, et nos éléphants n'avaient pas, on va dire, la tête à ce tour. Mais nous sommes partis pourquoi au juste? Participer pour participer tout juste? Non, pas ça exactement. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses quand même que nous visions dans cette organisation. D'abord, réussir notre retour au calendrier de l'Union cycliste internationale, ça c'est important. Et puis quand même permettre à nos jeunes de se confronter, d'affronter d'autres personnes d'un niveau élevé. Parce que tant que nous restions entre nous ici, on se disait qu'on était des champions. Quand on fait 40 km/h, on pense que c'est suffisant. Et là, nous avons eu à, n'est-ce pas, nous confronter à des gens qui font 42, 43, même à la course contre la montre, on allait à 49 km/h. C'est ça qui est intéressant pour nous. Et donc, les jeunes, ils ont bien compris qu'il fallait avoir le triomphe modeste, qu'entre nous ici, c'est vrai qu'ils font des moyennes qu'ils trouvent intéressantes, mais en réalité, au plan international, ce n'est pas des moyennes intéressantes. Et c'est une leçon importante pour nous. Et donc, après ça, nous allons donc nous réunir au niveau de la fédération et tirer les leçons de cela et voir comment préparer mieux le Tour 2016. Au niveau de l'organisation, est-ce que vous êtes satisfait? Parce que là également, c'était un autre challenge. L'organisation, vous n'avez pas bénéficié des moyens souhaités, mais satisfaction également. Ça a été un gros problème parce que, comme je le disais tantôt, nous avons fait ce tour-là à minima. L'argent promis par l'État de Côte d'Ivoire, on ne l'a pas encore reçu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le plateau, mais j'ai eu toutes les assurances du ministre que ça va se faire. Donc on l'attend. Votre confrère Rach Knessan s'est moqué de moi hier en disant que j'ai fait un tour à crédit. C'est la vérité. C'est la vérité. On a laissé des ardoises partout où nous sommes passés. Mais sur la foi de ce que, habituellement, nous réglons ce que nous consommons, les opérateurs économiques nous ont fait confiance. Donc nous sommes rentrés à Abidjan. Mais bien sûr, peut-être d'ici une semaine, 10 jours, il faudrait que nous soyons capables d'aller revoir ces opérateurs économiques et payer. Et donc, du point de vue de l'organisation, au départ, il y a eu un balbutiement. Peut-être que mes collaborateurs eux-mêmes étaient un peu ankylosés par l'enjeu qui était donc le retour de notre compétition à l'Union cycliste internationale, au calendrier de l'Union cycliste, je voulais dire. Mais au fil du temps, les choses se sont améliorées, de sorte qu'au niveau organisationnel et surtout sur le plan sportif, ça a été vraiment une très belle fête. Président, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2016? Alors, souhaiter, c'est avoir les moyens le plus tôt. D'abord, les moyens pour préparer les cyclistes. C'est vrai qu'une préparation, je dirais, sur peut-être un long terme, peut-être même à l'extérieur du pays, peut être profitable. C'est possible. Mais également, avoir les moyens d'équiper les cyclistes en vélo contre la montre, en course contre la montre, je veux dire. Ça aussi, c'est important. On ne l'a pas pour l'instant. Or, c'est des vélos qui sont nécessaires pour les courses contre la montre. Et puis, avoir les moyens d'accueillir les étrangers que nous faisons venir. Parce que les étrangers sont venus, ils ont été dans des conditions, je dirais, assez, pas difficiles, mais c'était vraiment limite. C'était limite. On aurait souhaité quand même que lorsque nous recevons des étrangers, des cyclistes, ils soient logés dans un hôtel et qu'ils mangent dans ce même hôtel. Parce que par manque de moyens, nous avons dû donc loger les cyclistes à un certain endroit, les déplacer pour aller à un autre endroit. Ce n'est pas des conditions optimales pour une course UCI. Donc ça, il faudrait que l'année prochaine, on ait les moyens suffisamment tôt pour réaliser cela. Merci, Président Rach. Il faudrait que nos élus, nos localités se luttent, se bataillent pour obtenir une étape au moins. Ailleurs, lorsqu'il y a un circuit comme ça, un tour du Faso ou bien le Tour de France, les villes se battent pour que leur ville soit une étape pour accueillir la caravane. Chez nous ici, c'est un tracé qui n'intéresse même pas les autorités. Non, que l'année prochaine, les villes se battent pour accueillir au moins une étape de la caravane. Ça va être une très bonne chose. Preuve que on est déjà prêt pour aller accompagner la fédération. Sera entendu, vous avez la parole, vous la gardez. Juste un dernier mot sur ce partenariat Radio Côte d'Ivoire, Fédération ivoirienne de cyclisme. C'est un partenariat, je le souhaite sur le plateau, peut-être qu'il va accepter le mariage, le oui. Nous, on est parti pour les accompagner la fédération et tous les acteurs de cette fédération pour que l'année prochaine, il y ait un tour Made in Radio Côte d'Ivoire pour qu'on ait toutes les étapes en direct et que le boom soit fait pour que les populations sortent à l'écoute de notre radio, leur radio. Voilà, merci Rach Ngessan Kwasi, merci à vous, Président Alla Kwame. Vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Nous allons vous raccompagner avec cet élément de notre envoyé spécial, Salif Ouattara, qui nous dit que cette 22e édition du Tour de Côte d'Ivoire était placée sous le sceau du professionnalisme. Voilà, je vais y arriver. L'attestent donc les cellules anti-dopage et la photo finish. Inscrit pour cette 22e édition dans le calendrier de l'Union cycliste internationale, le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation 2015, a été régi par les normes internationales
en vigueur. D'abord, avec une cellule antidopage dont le travail consiste à analyser des prises d'urine des coureurs à chaque fin de course. Nous ici ce qu'on fait, on prend un coureur, il va faire un certain nombre de millilitres d'urine et on transvase ça dans des bouteilles et les bouteilles vont partir vers la Suisse. Ici ce sera un laboratoire en Suisse puisque il n'y a pas encore assez de laboratoires en Afrique où on va faire une analyse. Et alors au bout de peut-être 15 jours, le coureur saura s'il est positif. À la question, et si le vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire est suspecté après analyse d'urine, le technicien répond sans détour. À ce moment-là, il sera déclassé. Le cyclisme fait partie de la WADA, donc c'est la World Anti-Doping. Il aura 2 ans de suspension. Au Tour de Côte d'Ivoire, la transparence est démise. Pas de débat houleux autour des résultats grâce au travail d'une cellule photo finish renforcée par la présence d'un expert de l'Union cycliste internationale qui s'occupe des règlements, des questions litigieuses avec les responsables des pays en compétition. Une fois les résultats centralisés, une fiche avec en tête UCI est distribuée aux commissions techniques. Ce sont les résultats de la course. 12 000 images par seconde. Donc on enregistre l'arrivée et on vient rechercher le coureur. Donc on voit là le dossard 45 qui a gagné et pour son temps. Donc je viens ici devant le coureur sur la ligne et on voit le temps d'hier, 2h08 32. Voilà, et on fait ça pour chaque coureur. Malgré les difficultés financières, la Fédération ivoirienne de cyclisme a respecté le calendrier de l'Union cycliste internationale. Gage de crédibilité. Prochaine étape de la fédération, l'accessibilité du Tour de Côte d'Ivoire au club très prisé des UCI World Tour. Voilà, 2 autres invités nous ont rejoints sur ce plateau. Il s'agit de Mme Baka Albertine, directrice générale adjointe du comité national des 8e Jeux de la francophonie. Bonsoir Madame. Bonsoir. Monsieur Vincent Aka, vous êtes expert à United World Wrestling. Voilà, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. On sera à vous tout à l'heure. Le conseil régional de la Mai a organisé un tournoi de golf dimanche sur le parcours du Golf Club à la Riviera. Plus de 80 athlètes ont pris part à cette rencontre qui était aussi une plateforme d'échange pour la promotion d'investissement dans cette région de la Mai. Aïssata Garba Aude Alegbe. C'est le parcours du Golf Club d'Abidjan que le président du conseil régional de la Mai, Maître Songbo Yapi Jean-Claude et son équipe ont choisi pour présenter leur région et ses potentialités. Après une matinée où plus de 80 golfeurs amateurs étaient en lice, il s'est tenu dans la soirée une solennelle cérémonie de récompense. Le premier prix brut dame a été remporté par Louise Kwao et Benoît Akossi a décroché le premier prix brut et le grand prix chez les hommes. Dans la première série, Caroline Lausanne avec 39 points a occupé la première place chez les dames et Clovis Djama avec 40 points du côté des hommes. Chez les seniors, Guy Passirini a occupé la première place avec 36 points. Au niveau des concours, Luis Kwao avec un driver de 195 mètres et Joe Akossi Benoît avec un driver de 259 mètres sont montés sur la plus haute marche du podium. Je suis convaincu qu'il y a suffisamment de gens qui sont plus contents avec nous et j'ai vu pas mal de personnalités dans la salle. Donc je pense que nous avons atteint notre objectif. Située au sud de la Côte d'Ivoire, la région de la Mai est repartie en 4 départements. Adzopé, Akupé, Alépé et Yakassé à Tobrou et offre de nombreux atouts aux opérateurs économiques qui voudraient bien y investir. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, avec l'appui de la Fédération internationale de lutte, ont décidé de mettre à niveau les entraîneurs de lutte. Cela s'est traduit par une formation qui s'est tenue du 28 septembre dernier au 3 octobre. 29 apprenants étaient face à l'expert franco-ivoirien Vincent Akessé. Le compte-rendu est signé Samira Ouetraogo, Aude Alegbe. Instruire les entraîneurs stagiaires sur la nouvelle politique de développement de la Fédération internationale de lutte, donner l'essentiel d'informations techniques et renforcer leurs compétences sont entre autres les objectifs que se sont fixés le Comité national olympique de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Fédération internationale de lutte. Avec son assistant Honoré Alou, l'expert de la Fédération internationale de lutte Vincent Akessé avait des objectifs clairs. Former tous les Ivoiriens qui sont dans le domaine du sport bien sûr et de la lutte en particulier pour qu'on comprenne que le sport ce n'est pas simplement un petit outil. Non, le sport c'est aussi un moyen de cohésion sociale, le sport c'est aussi un moyen d'ascension sociale, le sport c'est aussi un moyen de gestion de pas mal de choses. La séance du jour était basée sur les jeux de lutte au sol, les plaquages et les jeux de la tortue et du chasseur. 6 dames et 23 hommes, 29 personnes au total, ont répondu à l'appel pour ce stage technique de niveau 1 pour entraîneurs de lutte au Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Parmi ces athlètes, certains avaient l'ancien niveau 1 d'entraîneur et comme toutes les données au niveau de la lutte internationale ont évolué, ils ont donc pris part à ce stage pour se recycler. Vincent Aka, comment avez-vous trouvé déjà le niveau de nos lutteurs avant bien sûr de commencer la formation? En fait, en réalité, les lutteurs ivoiriens ils ont un très bon niveau. Bien sûr, on n'a pas eu le temps ou l'opportunité d'évaluer ces lutteurs-là sur les compétitions internationales. Alors, cette année, par exemple, le championnat d'Afrique qui ont eu lieu en Égypte, on n'a pas vu les Ivoiriens. Et aussi les Jeux africains qui viennent d'avoir lieu à Brazzaville où j'étais, et les Ivoiriens n'ont pas pu participer à ces Jeux-là. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner une référence lorsqu'on n'a pas ces épreuves-là. Mais sur le plan local, les Ivoiriens, étant en tout cas directeurs de développement sur le continent, ils ont un très bon niveau. Donc tout ce que vous avez dit a été facilement appris par ces apprenants? Oui, en fait, en réalité, ils avaient déjà le niveau 1. Et vu que la Fédération internationale a changé de nom, donc aujourd'hui nous sommes la United World Wrestling, l'ancienne fédération, pour des problèmes d'évolution et de développement, a muté. Nous avons aujourd'hui un président qui s'appelle M. Lalovic, qui est aussi aujourd'hui membre du CIO, qui a donné une nouvelle direction, une nouvelle vision en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui nous changeons toute notre dynamique de formation. Et donc les lutteurs aujourd'hui doivent subir cette épreuve de formation. Et vous avez tablé sur quoi essentiellement lors de cette formation? Alors la formation en elle-même, elle est plutôt axée sur la nouvelle dynamique de formation, c'est-à-dire aujourd'hui nous formons nos entraîneurs à devenir des vrais professionnels. Voilà, dans le passé, comme on voit un peu dans les villages, les gens luttent pour jouer de façon folklorique. Oui. Mais en réalité, le sport se professionnalise et pourquoi pas la lutte, qui fait partie de notre patrimoine culturel. D'accord. Ancien lutteur ivoirien et plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, vous l'aurez deviné, c'est de notre invité dont il s'agit. Vincent Akessé est aujourd'hui expert à l'Union internationale de lutte. Nos reporters Samira Ouetraogo et Aude Alegbe ont décidé d'en savoir un peu plus sur lui et ses activités dans cet élément intitulé Gros plan sur Vincent Akessé. Français d'origine ivoirienne, c'est en 1993 que Vincent Akessé commence la lutte au Palais des Sports de Treichville. Spécialisé dans les combats de moins de 84 kg en lutte libre, il décroche 2 fois le titre de vice-champion d'Afrique. En 1996, il obtient une bourse de la coopération française. Étudiant à l'INSET de Paris, il allie sport et études. En 2000, il revient sur sa terre natale, la Côte d'Ivoire, pour prendre part aux Jeux Olympiques à Sydney, avec le général Lassana Palinfo comme chef de mission. À Athènes en 2004 et aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Vincent Akessé est naturalisé français et lutte désormais pour son pays d'adoption. C'est après 2008, au retour de Pékin, qu'il décide de se consacrer à sa carrière professionnelle. Après les Jeux de la francophonie en 2013 à Nice, il travaille sur les relations internationales à la Fédération française de lutte. Aujourd'hui, directeur de développement de lutte sur tout le continent africain, il est en Côte d'Ivoire pour un stage de 6 jours pour entraîneur niveau 1 de lutte libre.
C'est une fierté pour moi de venir dans mon propre pays d'origine en tant qu'expert de la Fédération internationale pour vraiment apporter ma contribution au développement du sport en Côte d'Ivoire. Bien sûr, si c'est la lutte, c'est encore ma passion, je doublerai encore d'efforts. Coopté par le Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour l'expérience acquise durant des années à Abidjan, Vincent Akessé compte relever le défi qu'il s'est fixé, celui de développer la lutte ivoirienne à travers des séances de formation. Vincent Akessé, cette formation elle est ponctuelle. Qu'allez-vous faire d'autre pour la lutte ivoirienne? Alors en fait, les formations ne sont pas vraiment ponctuelles puisque lorsque j'arrive dans chaque pays, bien sûr je suis dans mon pays d'origine, c'est plus facile, il y a ce que nous appelons un National Assessment Tool, c'est-à-dire une évaluation de la fédération. Et à partir de cette évaluation de la fédération, nous mettons en place un plan de développement. Donc aujourd'hui, le directeur technique est venu avec moi, M. Kwadou Kwaminda, a fait ce travail avec moi. Nous allons poursuivre le processus parce qu'un niveau 1 appelle forcément un niveau 2 qui appelle aussi un niveau 3. Donc cette formation ne sera pas ponctuelle, elle sera suivie. Et je compte vraiment m'y atteler parce que sur tout le continent, aujourd'hui nous sommes à la 52e formation. Ça fait à peu près de l'ordre de pas loin de 500 000 $ qui sont déjà injectés dans la formation. Le président de la Lobby y tient beaucoup parce que celui qui ne forme pas ses cadres n'avancera pas. Donc la Côte d'Ivoire aura sa formation, elle aura son plan de développement et je jetterai vraiment un coup d'œil particulier sur ce processus de développement. Et justement, ce processus va consister en quoi? Pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Pour la Côte d'Ivoire, dans un premier temps, nous allons renouer avec la compétition. Okay. Aujourd'hui, le Comité national olympique vraiment joue son rôle de tête de réseau du sport ivoirien. Et en même temps, elle a aussi besoin que les fédérations, à leur niveau aussi, apportent vraiment leur contribution. On voit aujourd'hui, toutes les fédérations disent le ministère n'a pas fait ça, le CNO n'a pas fait ça. Ouais. En fait, en réalité, c'est une question de professionnalisation. Si nous arrivons à mettre en place des plans de développement, je disais aux gens, vous voyez, on fait du sport sans payer, mais c'est paradoxal. Un père qui amène son fils au sport, on fait du judo, on paye, ok? On fait du taekwondo, on paye. Pourquoi est-ce qu'on fait de la lutte, notre propre sport, notre propre patrimoine, pourquoi est-ce qu'on ne paierait pas? Aujourd'hui, il faut pousser les gens vers la professionnalisation, c'est-à-dire former nos cadres. Une fois qu'ils sont formés, nous pouvons légitimement demander à ce que les gens qui viennent pratiquer de la lutte payent une licence, payent une affiliation. Et c'est le processus de professionnalisation qui prend en tout cas la route en marche. Aujourd'hui, je pense que les fédérations sont capables de faire ça. Il faut les accompagner, il faut les structurer. Bien sûr, il faut une certaine expertise. Et je suis là pour ça, comme j'ai dit un peu aux fédérations. Je suis ouvert pour pouvoir accompagner ces fédérations. Le CNO fait son travail. Et en même temps, il faut aussi aux fédérations de mieux se structurer. Et vous êtes là pour combien de temps? Pour le moment, j'ai 2 semaines à passer sur le territoire ivoirien. Je me suis aussi installé à Bassam. Je suis en train de voir avec l'ambassade de France, puisque je suis expatrié maintenant dans mon propre pays, pour pouvoir m'installer ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que le Conseil culturel qui aussi m'accompagne dans ce processus-là va aussi aller dans ce sens. Ah, merci. Et que devons-nous retenir essentiellement de tout ce que vous avez dit? Qu'est-ce que les Ivoiriennes doivent retenir? Ce que les Ivoiriennes doivent retenir, c'est que le sport, en fait, c'est un véritable outil de cohésion sociale. Aujourd'hui, moi, je vais plus haut que les Ivoiriens. Je pense qu'il faut que le gouvernement, il faut que le président de la République même aille plus loin en disant le sport, c'est une priorité. À Kinshasa, on l'a vu. Les bâtiments flambant neufs qui ont été construits par le président de la République, c'est une décision. Voilà. Donc c'est une décision qui a été prise. Donc aujourd'hui, le stade de Kintélé qui est bien construit. Je pense que nous avons aussi les moyens. J'ai entendu dire qu'il y a bientôt un stade olympique qui sera offert à la Côte d'Ivoire. Profitons de ces opportunités pour développer le sport en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le message que je veux vraiment lancer. Merci beaucoup Vincent Aka. Nous nous tournons vers Madame Baka Albertine. Vous êtes directrice générale adjointe du comité national des 8e Jeux de la francophonie. Et vous êtes là pour nous présenter d'abord les Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire va organiser ici en Côte d'Ivoire en 2017. Merci Madame. Je voudrais commencer mes propos en remerciant le directeur général de la RTI qui nous offre une occasion de parler des Jeux de la francophonie. Il faut dire aussi que la RTI a été retenue comme la radio télédiffuseur hôte des 8e Jeux de la francophonie. Je voudrais également remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que la Côte d'Ivoire abrite les 8e Jeux de la francophonie du 21 juillet au 30 juillet 2017. Et je terminerai par dire, je remercie également le Premier ministre, dont son Excellence Daniel Kablan-Duncan, qui est le président du comité de pilotage des 8e Jeux et qui ne cesse d'appuyer le comité national pour réussir les meilleurs Jeux
de la francophonie. D'accord, vous allez nous présenter maintenant rapidement ces jeux. Rapidement. Alors les Jeux de la francophonie sont conjointement organisés par le Comité international des Jeux de la francophonie, le CIJF, et le Comité national des Jeux de la francophonie, qu'on appelle le CNJF, sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'OIF. Alors il faut dire que le contenu de ces Jeux, nous avons 10 disciplines, donc 10 concours culturels. Nous avons 9 disciplines sportives et deux disciplines qu'on appelle activités de développement, c'est-à-dire les jeux numériques et les jeux écologiques. Il faut dire en passant que les Jeux de la francophonie au niveau d'Abidjan, ce sont des jeux de référence parce que nous allons faire de ces jeux des e-jeux qui vont avoir accès aux NTIC. Oui. Je suis arrivée. Oui, et puis, nous allons intégrer le volet développement durable dans le dispositif organisationnel des 8e Jeux de la francophonie. Il faut dire aussi que les Jeux de la francophonie, c'est des valeurs fortes. Nous avons comme valeur la solidarité, la diversité et l'excellence. C'est également 80 États et gouvernements. C'est 4000 jeunes, donc sportifs et culturels et créateurs qui seront à Abidjan. 3000 bénévoles que nous allons inscrire et qui sont vraiment les portes d'entrée des Jeux de la francophonie. Et nous avons également des activités d'animation dans toute la ville d'Abidjan. Donc on aura au village des Jeux, dans toute la ville d'Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, des animations. Toute la ville d'Abidjan sera vraiment animée. Et nous avons 700 journalistes qui seront là. 700 journalistes, 500 millions de téléspectateurs et 500 000 spectateurs sur tous les sites de compétition. Alors, je voudrais brièvement présenter les Jeux de la francophonie. D'accord, merci Madame. Nous allons poursuivre. On revient à vous tout à l'heure. La Fédération ivoirienne de pentathlon moderne a organisé samedi une compétition au campus de l'université de Cocody. 4 équipes de l'armée et 5 côtés civils ont participé à cette compétition placée sous le sceau de la cohésion sociale en cette période préélectorale. Konaté Ngamble, Kati Touré. Tir au laser et course à pied, 2 disciplines du pentathlon moderne au programme de ce grand rendez-vous sportif des corps constitués et des civils autour de la cohésion sociale en cette période préélectorale. À l'issue des différentes rencontres qui ont enregistré un grand nombre de participants, Cissé Alocène des forces républicaines de Côte d'Ivoire remporte le trophée des vainqueurs. Il est suivi de Ba Armel et Tadjantouri. Au niveau des dames, c'est Kone Fatmata du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui s'impose. Chez les civils hommes, Digbe Geoffroy de l'équipe d'Abidjan Pentathlon Modern Club est le meilleur. Sandako Ahmed et Akusatewa Edmond complètent le trio gagnant. Quand Sandoko Nadia de l'équipe de Yamoussoukro et Danho Aden Rufine de l'OMPC d'Abidjan terminent respectivement première et deuxième chez les dames. Voilà, Madame Baka, nous sommes encore avec vous. Vous allez nous parler maintenant du compte-rendu de la mission que vous avez effectuée à Brazza lors des 11e Jeux africains. Vous êtes allé voir, bien sûr, comment sont organisés ces Jeux par rapport à celles que nous allons organiser ici en 2017. Alors, je voudrais, avant d'arriver au compte-rendu, je dirais qu'il y a aussi les cérémonies. Donc, on a 3 cérémonies. La cérémonie d'ouverture, le gala des lauréats, qui est une occasion de récompenser tous les lauréats des Jeux de la francophonie, et la cérémonie de clôture qui, bien entendu, comme toute organisation, il y a toujours une cérémonie de clôture. Alors rapidement, je dirais que nous sommes allés à Brazzaville pour nous imprégner du dispositif organisationnel des 11e Jeux africains et voir ce qui peut être transposable au niveau d'Abidjan. Alors nous avons vu, comme point fort, nous dirons qu'au niveau des Jeux africains, il y a eu des infrastructures vraiment flambant neuves. Il y a eu au niveau de la restauration, une structure qui a géré la restauration, qui nous a impressionnés. Il y a eu également l'hébergement qui aussi fait partie des infrastructures. Nous avons également tous les sites de compétition que nous avons vus. Donc à ce niveau-là, nous avons vraiment été impressionnés par les Jeux, les 11e Jeux en matière des infrastructures. Il faut dire que le gouvernement congolais quand même a mis la barre vraiment très haute pour l'organisation de ces Jeux. Alors nous, en tant que Comité national des Jeux de la francophonie, nous avons vu ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut prendre à notre compte. Et à cela, nous dirons que c'est vrai que là-bas, il y a eu... Et nous, on aimerait bien savoir ce qu'on peut prendre à notre compte. Voilà, il y a eu les infrastructures, c'est vrai.
Mais nous, au niveau des Jeux de la Côte d'Ivoire, nous allons mettre l'accent sur la qualité. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête pour 2015, nous 2017? Nous pensons que la Côte d'Ivoire sera prête. Est-ce qu'on est dans le temps au niveau, lorsqu'on voit... Oui, c'est vrai. En matière d'événementiel, il faut dire que le temps est toujours un facteur vraiment très déterminant. Mais nous pensons que nous serons dans le temps. Ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure, est-ce que la Côte d'Ivoire... En termes d'infrastructure, nous avons opté pour la réhabilitation des infrastructures. Et l'État de Côte d'Ivoire, quand même, a désigné, en collaboration avec le BNET et en liaison avec l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, a désigné un collège d'architectes qui est en train de ce moment travailler sur les différentes infrastructures, donc les sites de compétition culturelle et sportive qui sont en train d'être étudiés. Et nous savons que d'ici fin 2015, ils vont sortir des études. Et ces études-là vont passer aux appels d'offres et ceux qui seront désignés vont commencer les réhabilitations, en tout cas début 2016. Merci Madame Baka. Je vous pose la même question. Que devons-nous retenir de votre passage sur ce plateau? Alors je voudrais dire que les Jeux de la francophonie, c'est un grand événement dédié à la jeunesse. Alors nous voulons dire à toute la jeunesse ivoirienne de véritablement s'approprier les Jeux de la francophonie parce que c'est leur événement. Nous voulons également lancer un appel à toute la société civile. Parce que les Jeux de la francophonie se veulent être des jeux d'unité et de cohésion sociale. Pour finir, je dirais qu'il ne peut pas avoir de grands événements sans qu'on ne soit accompagné par des sponsors et des partenaires. Alors je dirais à tous les partenaires et à tous les sponsors de vraiment venir associer leur image à l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Merci Madame Baka Albertine. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du Comité national des 8e Jeux de la francophonie, des Jeux qui vont se dérouler ici en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. Merci à vous Madame. Merci. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a abrité du mardi 29 septembre au jeudi 1er octobre un atelier de formation co-organisé par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU et les fédérations ivoiriennes de handball et de basketball. Étaient concernés les encadreurs de handball et de basketball de la zone d'Abidjan, Konaté Ngamblé, Sébastien Ogna. Paul Blesson pour le handball et Adompo Donancien pour le basketball sont les experts qui ont passé en revue les contours du métier d'entraîneur tout en insistant sur les aspects tactiques et techniques de ces deux disciplines régulièrement pratiquées en milieu scolaire et universitaire. Cette initiative de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires est destinée à renforcer les capacités des encadreurs qui animent au quotidien la vie sportive des établissements scolaires ivoiriens. Nous leur donnons donc un ensemble de contenus qui leur permettent donc d'exercer en tant que conseiller technique régional, donc les responsables donc de formation dans leur région, et nous leur donnons une formation également pour qu'ils puissent encadrer l'élite sportive scolaire, handball en particulier, dans leur établissement. Les encadreurs qui ont reçu cet enseignement bénéficient désormais d'une solide corde à leur arc dans le cadre de l'encadrement des équipes de leur niveau de compétence. C'est 4 jours que nous avons passé au niveau du séminaire, nous a permis de réactualiser nos connaissances et puis nous donner encore des armes, renforcer nos acquis pour pouvoir bien mener notre mission. Ce stage, qui est le fruit de la collaboration entre l'OASU et les fédérations sportives, ouvre des perspectives en termes de relance du mouvement sportif scolaire et universitaire. Cette collaboration avec l'OASU dans la formation des techniciens au niveau des différentes régions ne fera qu'accélérer la promotion de la discipline, accroître aussi le nombre de participants. Et si on a un nombre accru de participants, on n'aura que de nombreux talents à détecter. La cérémonie de clôture de cet atelier de formation, débutée le mardi 29 septembre dernier, a été marquée par la remise de diplômes aux impétrants qui ont été invités à être actifs sur le terrain dans le cadre de l'encadrement de leur sélection sportive. Au total, ce sont 38 entraîneurs régionaux qui ont pris part à cette session de formation, soit 23 de handball et 15 de basketball.
Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, est arrivé sous le coup de 18h10 ce lundi à Abidjan. Le président de la CAF vient présenter ses condoléances au président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et à toute sa famille en raison du décès de Adja Mariam Ba, la mère du président de la FIFA, rappelée à Dieu le 1er août dernier. Le reportage est signé Ricardo Zama. Sa présence en un point du continent africain rime presque toujours avec Coupe d'Afrique des Nations de football, Ballon d'Or africain, etc. Mais cette fois, c'est un élan d'amitié, de solidarité et de compassion qui détermine la venue à Abidjan du président de la Confédération africaine de football, M. Issa Hayatou. Je suis venu à Abidjan pour présenter les condoléances à mon ami et frère, le président de la fédération, qui avait perdu sa maman. Il y a de cela 1 mois et demi, 2 mois. À l'époque, j'étais dans des tournées à travers le monde, aussi bien pour la FIFA que pour le CIO et la CAF. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister aux cérémonies funéraires. Maintenant, j'ai un peu dégagé mon temps et je suis venu présenter donc les condoléances à M. Sidi, et à son père et à toute la famille. Le président de la CAF a profité de l'aubaine pour jeter une œillade sur les rififis qui ébranlent la Fédération internationale de football association de Sepp Blatter. L'affaire est entre les mains de la justice. Il faut laisser la justice se prononcer. Comme vous le savez, le procureur suisse a eu à interroger le président de la FIFA et M. Platini pour des questions précises. Et au mois de mai dernier, il y a eu aussi une descente de la part des autorités américaines au niveau de la FIFA. Ils ont saisi certaines personnalités du football mondial. Et tout ceci est en gestation. Il faut attendre les résultats de toutes ces enquêtes. Issa Hayatou passera une journée avec la famille de la défunte mère du président de la FIFA avant de faire le voyage retour mercredi.